Ok, je vais vous parler du principe de Sabatier, ça va être l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Donc c'est un principe qui est très appliqué en catalyse enfin très appliqué, non, enfin qui est valide dans le cadre de la catalyse hétérogène et qui est souvent dans les bouquins de catalyse. Il est mentionné et je vais vous montrer en quoi la DFT a joué un rôle pour une application moderne de ce principe. Donc le principe de Sabatier dit que pour qu'un catalyseur soit un bon catalyseur, il faut que l'interaction entre le catalyseur et le substrat, donc la surface métallique, soit juste ce qu'il faut. Donc ni trop fort, ni trop faible. Alors si on réfléchit en termes de chemin réactionnel, alors un chemin réactionnel avec une étape de réaction, où je considère ici comme réaction A plus B, qui vont s'absorber sur une surface métallique, qui vont donner un produit C, lequel va ensuite se désorber. Donc c'est ça mon chemin réactionnel. Donc je vous ai montré ici un profil énergétique. Alors je vous rappelle d'abord la loi d'Arrhenius. La loi d'Arrhenius dit que la constante de vitesse, c'est qui caractérise finalement la vitesse de cette réaction. La loi de vitesse, c'est un facteur pré-exponentiel que multiplie exponentielle moins l'énergie d'activation sur RT. Donc l'énergie d'activation, voilà, vous voyez ce que c'est évidemment, hein, c'est la différence d'énergie. Donc l'énergie d'activation systématiquement sur ces schémas, elle est ici. Voilà, l'énergie d'activation. Et le facteur pré-exponentiel, je vous rappelle que c'est un facteur de collision en fait. C'est un terme de collision. Il est exprimé, alors si j'ai une réaction, il est dans la même unité que la constante de vitesse. Donc par exemple en seconde moins 1 pour une réaction du premier ordre. Donc c'est un facteur de collision par unité de temps, en pratique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on a une adsorption qui est trop faible, ça veut dire que l'énergie de l'adsorption elle est ici, et généralement ça s'accompagne, vous voyez ici l'adsorption qui est faible, hein, puisque j'ai une différence d'énergie entre A étoile, B étoile et AB dans la phase de gaz ou la phase de solvant qui est petite. Hein, donc l'adsorption faible, je la mesure par cette différence d'énergie ici, là, qui est vraiment extrêmement faible. Alors qu'ici, l'adsorption forte est mesurée par cette différence d'énergie très grande, et l'adsorption optimale est mesurée par cette différence d'énergie-là, qui est intermédiaire. Donc en général, une forte différence d'énergie, ou plutôt je commence par la faible différence d'énergie, une faible énergie d'adsorption s'accompagne d'un état de transition assez bas. Donc on va se dire autant mieux, ça va faciliter la réaction, oui, mais dans ce cas-là, le problème c'est que c'est le facteur pré-exponentiel qui l'emporte, le facteur de collision. C'est le facteur de collision. Et justement, lors de la collision, il faut, pour que la réaction se fasse sur la surface, il faut que la collision ne l'emporte pas, c'est-à-dire que la collision élastique ne l'emporte pas. C'est-à-dire qu'ici, en quelque sorte, on a une collision qui a un caractère beaucoup plus élastique. Donc si vous avez une théorie des collisions bas niveau, si vous réfléchissez à une théorie des collisions bas niveau, vous avez les deux réactifs qui vont entrer en collision l'un avec l'autre et qui, entre guillemets, vont rebondir sans réagir. Donc ici, vous avez un phénomène de collision élastique et c'est le facteur de collision qui l'emporte. Si vous avez à l'opposé une énergie d'absorption qui est trop forte, alors l'état de transition va être... alors l'état de transition, à la limite, on pourrait se dire, il est en dessous. De toute façon, peu importe, parce que l'état de transition est en dessous de l'énergie des réactifs. Donc le système a gagné beaucoup d'énergie, il va pouvoir exploiter cette énergie pour franchir la barrière et se retrouver dans l'état C. Mais le problème, c'est que là, vous avez un puits thermodynamique. C'est un puits thermodynamique, donc ça veut dire que c'est très stable. De surcroît, là, j'ai mis une barrière modérée, mais il n'est pas rare que la barrière soit quand même plus élevée que ça, d'accord, en général. Mais surtout, l'effet principal, c'est que vous avez un puits thermodynamique. Donc ça ne va pas sortir, ça ne va pas facilement désorber, ça ne va pas sortir de la surface. Et en général, on observe ici, dans ce genre de situation, un très mauvais turnover frequency, un très mauvais TOF. Je vous rappelle que le TOF, c'est le turnover frequency, c'est le nombre de molécules produites par unité de temps. Donc il y a un très mauvais TOF.
En revanche, lorsqu'on a un optimum au sens de Sabatier, donc à droite, oui, j'ai fait un fond rouge pour dire qu'à droite, c'est l'énergie d'activation qui l'emporte. Entre le facteur de collision et l'énergie d'activation, c'est l'énergie d'activation qui l'emporte. Et au milieu, donc dans la case grise, c'est l'optimum de Sabatier. Donc en général, on a une barrière qui est modérée. On a une barrière qui est modérée et une désorption qui est généralement plutôt facile. Donc, toujours pareil, c'est dans la... il n'y a pas de valeur numérique, donc c'est plutôt facile. Et donc en général, on a un bon turnover frequency. Donc le principe de Sabatier vu à cette lumière-là, donc de façon un peu plus moderne, en le couplant à Arrhenius et à une vision énergétique des surfaces d'énergie potentielle, le principe de Sabatier nous dit qu'il y a un optimum où le taux, donc plutôt la vitesse d'activation des réactifs, des molécules réactives, les processus de collision et la désorption des produits donc s'équilibrent, se contrebalancent. C'est-à-dire qu'il y a un optimum où tout ça est un peu optimal. Tous ces phénomènes-là interviennent de façon optimale pour permettre un bon turnover frequency. D'accord? Donc vous avez la vitesse d'activation, c'est-à-dire l'énergie d'activation, le processus de collision qui est le terme pré-exponentiel, et donc à l'arrivée la désorption des produits, qui tout ça entre dans un rapport de force favorable. Voilà. Donc vous avez un rapport de force favorable entre tout ça. Bon, ok. Donc ça, c'est une réinterprétation du principe de Sabatier avec des profils réactionnels et la loi d'Arrhenius en contrepoint. Alors, il y a aussi un phénomène, alors par rapport à ces temps de résidence, qui sont liés donc à donc le temps de résidence, c'est finalement lié à la collision, au phénomène de collision qu'il faut qu'il y ait entre deux réactifs. Donc quel est le temps de résidence des réactifs? Donc ce que vous avez ici, alors c'est extrait d'un bouquin, enfin c'est un article, mais dans un journal spécial, un numéro spécial de Advances in Catalysis. Donc si on regarde par exemple l'absorption, quel est le temps de résidence du monoxyde de carbone sur une surface de palladium, donc sur la surface 1,1,1 du palladium. Alors l'énergie de désorption de CO est rappelée ici, c'est 33 kcal par mol. C'est donc l'énergie de désorption. Dans l'autre sens, une énergie d'absorption de 33 kcal par mol, c'est plutôt pas mal. Sur du ruthénium, c'est de l'ordre de 50 kcal par mol. Voilà, donc c'est de l'hydrogène par exemple sur plutôt non, on va dire un acide une base de Lewis faible, ça va être une vingtaine de kilocals. D'accord, donc CO c'est quand même relativement fort comme absorption. Et est-ce qu'on peut calculer le temps de résidence? Donc le temps de résidence va être lié à cette énergie de désorption. Le temps de résidence, c'est l'inverse de la constante de vitesse de désorption dans une théorie cinétique simple. Et donc c'est donné par, j'inverse Arrhenius, c'est donc l'inverse du facteur pré-exponentiel que multiplie exponentielle, non pas moins l'énergie d'activation, mais exponentielle l'énergie de désorption. C'est boltzmannien en fait. C'est boltzmannien avec avec l'inverse du facteur de collision. Et en fait, l'inverse du facteur de collision, c'est en gros lié au mode de vibration de CO. C'est en gros cette fréquence-là, c'est de l'ordre de grandeur de la fréquence de vibration du nubar métal monoxyde de carbone. En gros. C'est ça une première approximation. Donc si, c'est-à-dire, alors c'est à peu près ça, c'est un peu plus grand que ça, puisque métal CO, je sais plus, c'est de l'ordre du millier de centimètres moins 1, d'accord, et ce nombre-là, qui est le nombre de collisions, est de l'ordre en fait de 8000 centimètres moins 1. Donc c'est pas exactement la fréquence de vibration, mais c'est l'ordre de grandeur, pour savoir
en termes de centimètre moins 1, est-ce que c'est 1 milliard de centimètres moins 1, quelques dixièmes de centimètre moins 1 ou autre? L'ordre de grandeur, c'est la fréquence de vibration métal CO. Donc avec 1 sur nu0 expérimental égale 10 puissance, donc si on convertit ça en Hertz, on a donc l'inverse de cette fréquence qui est donc exprimée en secondes, puisque le facteur de collision est en seconde moins 1, donc là c'est en secondes, et ça fait 10 puissance moins 14,4. Et expérimentalement, on peut accéder à ça, c'est 10 puissance moins 14,4 plus ou moins 0,8. Il y a une barrière expérimentale. Bref, si on fait ça, voici le temps de résidence dessous en minutes, là, en fonction de la température. Donc vous voyez qu'à 400 Kelvin, le temps de résidence de une molécule de CO, c'est 60 minutes à 400 Kelvin. D'accord? Donc on voit tout de suite qu'il y aura un très mauvais turnover frequency, puisqu'il faudra 60 minutes en moyenne. Si on a une réaction qui consiste à produire du monoxyde de carbone, il faudra à peu près 60 minutes pour qu'une molécule de monoxyde de carbone désorbe de la surface. Bon. Alors par contre, après, évidemment, ça baisse, donc si on augmente la température, d'où le zoom qui est réalisé ici, à 700, alors à 600 Kelvin, ça tombe à un peu moins, enfin 5 ou 6 millisecondes. Mais c'est encore beaucoup, 5 ou 6 millisecondes. Si on veut un processus très efficace, de production massive de monoxyde de carbone par je ne sais quel processus réactif, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc je vous donne aussi un peu utilisant exactement cette loi, et avec un U-bar, si je me souviens bien, j'ai utilisé un U0 de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4, pardon. C'est-à-dire qui est l'ordre de grandeur standard, 10 puissance 4 cm moins 1. Vous avez ici les quelques temps de résidence en minutes exprimés en fonction de l'énergie de désorption. Donc, est calculé pour plusieurs températures. Donc, par exemple, si vous avez une énergie de désorption de 50 kcal par mol, ce qui est le cas du monoxyde de carbone sur le ruthénium, vous voyez qu'à 700 Kelvin, il va falloir monter à 700 Kelvin pour avoir un temps de résidence de l'ordre de la minute. D'accord, donc vous voyez, donc 300, 400, 500, 600 Kelvin, vous désorberez jamais le monoxyde de carbone. Hein, puisque, voilà, vous le désorberez, il va falloir monter à 700. Et vous ne désorberez jamais le monoxyde de carbone du ruthénium. Ça sera un événement extrêmement rare. Par contre, si vous avez une espèce qui s'absorbe modérément, donc par exemple de l'ordre de la vingtaine de kilocals par mol, bon, mais à 300 Kelvin, vous pouvez espérer avoir une désorption en un délai raisonnable. Et il faudra un petit peu chauffer pour augmenter le turnover frequency. Donc vous avez ici le fait que il faut que l'énergie d'absorption soit juste ce qu'il faut. Si vous avez une énergie d'absorption, donc là je le fais en l'inverse, une énergie de désorption, mais si vous avez des réactifs qui sont trop fortement absorbés, ou des produits de la réaction qui sont trop fortement absorbés, ben, le temps de résidence sur la surface peut devenir extrêmement monstrueux. Hein? Donc trop fortement absorbé, c'est ici. Trop faiblement absorbé, c'est là. Donc là, il n'y a aucun problème par rapport à ce critère-là, mais en général, trop faiblement absorbé, ça s'accompagne d'autres soucis en termes de collision. Alors, le principe de Sabatier, est-ce qu'on peut connaître l'optimum? La question c'est où est l'optimum? Parce que là, pour l'instant, c'est pas très satisfaisant. On dit l'optimum, il est ni trop fort ni trop faible. Où est l'optimum? Donc ça, la contribution initiale, c'est une contribution de Balandin qui a défini des volcanoplotes, des courbes en volcan. Alors, une courbe en volcan, ça marche comment? Alors, ce qu'il a regardé, c'est l'hydrogénation catalytique, la déshydrogénation catalytique. La déshydrogénation catalytique. Il a modélisé ça avec ce qu'on appelle un complexe activé.
Donc il a fait ce petit schéma dans sa publi. Alors, je vous montre la date, hein, 1958. Il n'y avait pas de DFT à cette époque-là, hein, puisque la DFT c'est les années 60. Et les premières applications un peu numériques de la DFT, ça a été plutôt 70. D'accord. Donc comment est-ce qu'on pouvait faire à cette époque-là pour avoir des valeurs énergétiques, une approximation de valeurs énergétiques, pour faire une étude théorique. Hein, c'est une étude de chimie physique théorique, ça. Ben, on se sert d'énergie de liaison. Les énergies de liaison, il y en avait plein les tables, par de la thermo, on peut déterminer des énergies de liaison sans aucun problème. Donc, il a fait un modèle ici, un modèle de stratification de catalyseurs hétérogènes. Je vous rappelle un catalyseur hétérogène, je vous l'ai déjà montré dans d'autres transparents, je ne sais plus où, c'est les modèles de slab, voilà. Un catalyseur hétérogène, hein, c'est une surface métallique et vous avez des couches. Vous avez des couches d'atomes, d'accord, un empilement de plans cristallins, en général de plans cristallins, et donc la réaction se fait sur ces surfaces-là. Donc vous avez un niveau, vous avez une stratification du catalyseur, qui est un métal, en l'occurrence. Donc c'est exactement ce qu'a considéré Balandin. Ça c'est le métal. Non, je vais trop loin. Ça, c'est le métal, ici. Donc, pour le métal, il a considéré deux couches. Le bulk, donc le cœur, et la couche de surface. D'accord ? Celle sur laquelle s'absorbent les réactifs et sur laquelle se fait la réaction. Après, donc vous voyez, il a plusieurs niveaux. Ensuite, il a considéré qu'il avait donc les atomes ici, il les a appelés K, on va suivre. Après, il a considéré que lorsqu'il avait une réaction chimique, il y avait quand même des atomes qui s'activaient. Si je reprends les petits schémas, vous avez des atomes qui sont les acteurs et d'autres qui sont les spectateurs. Si je reprends ça ici, hein, ici vous avez par exemple, donc, soit dans je vous ai montré l'exemple du pyrrole, les atomes qui sont les acteurs, c'est ici les atomes d'azote, parce que c'est eux qui s'absorbent sur la surface. Donc ici j'ai une notion au cours de ces réactions, en particulier de liaison entre le métal et l'azote. D'accord ? Donc Balandin a utilisé ce genre de modèle conceptuel là. Il a considéré que en ce qui concernait les réactifs et les produits sur la surface, il y a des atomes qui sont actifs et il y a des groupements fonctionnels, le reste de la molécule, qui est spectateur. D'accord ? Donc pour que la réaction se fasse, aujourd'hui on dirait que c'est dans le cadre du modèle donc, de Langmuir-Hinchelwood. Pour que la réaction se fasse, il faut que les réactifs s'absorbent sur la surface et qu'en particulier les parties actives, là où il va se passer quelque chose, là où va se faire la réaction chimique, donc le site actif des molécules doit être adsorbé sur la surface. Donc il a ce modèle-là, et ensuite il a en deuxième, donc il a la quatrième couche, c'est la couche des groupements spectateurs, et après même il a considéré qu'il pouvait y avoir une deuxième couche qui serait une deuxième couche d'absorption, parce que ça peut arriver que les réactifs fassent une espèce de deuxième couche, comme un solvant. Vous avez des premières couches de solvatation, deuxième couche de solvatation autour d'un soluté. Ben là c'est pareil, c'est pas du solvant, mais il peut y avoir une espèce de deuxième couche semi-organisée des réactifs et des produits. Et puis ensuite, il y a le reste du milieu qui est vu comme une espèce de réservoir, de réactifs dans lequel va se faire la diffusion des produits. Bon, donc si on regarde cette réaction-là, c'est une réaction, la réaction qui est ici, c'est A plus B qui va réagir sur le métal pour donner une recombinaison AD plus BC. D'accord ? Donc rupture de la liaison AB, rupture de la liaison CD, formation de la liaison AD, formation de la liaison BC. C'est symbolisé ici, avec des petits codes de couleurs. Donc la première étape, donc là vous avez AB, en haut, à gauche je veux dire, AB, CD. D'accord ? Donc la première étape, c'est l'étape d'absorption de AB et CD sur la surface, qui vont diffuser sur la surface pour venir dans la même zone géographique du catalyseur pour pouvoir réagir ensemble. Ensuite, il y a formation d'un complexe activé
alors que j'ai représenté ici sous forme d'une espèce de carré, enfin de quadrilatère, puisque pour qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait rupture de la liaison entre le rouge et le bleu, et formation d'une liaison, donc on a dit BC, donc formation de la liaison BC entre le rouge et le vert. Donc il faut quelque part qu'il y ait un état de transition, donc il a vu ça comme ça, hein, un complexe activé. Donc il avait déjà en tête la théorie du complexe activé, bien sûr, les travaux étaient déjà connus. Donc conceptuellement, il a imaginé la forme d'un complexe activé dans ce système-là, pour la formation ensuite de BC et AD, suivi après de l'étape de désorption. Donc après, qu'est-ce qu'il a tracé? Après, il a fait ces tracés-là dans la publi. Alors qu'est-ce que c'est qui est reporté ici? Il a fait une application, donc en fait, ce truc-là, la déshydrogénation catalytique d'hydrocarbures, puisque la déshydrogénation catalytique, l'idée c'est de partir de C double liaison C, alors je vais dire HCR, déshydrogénation, pardon, HCR2 CR2H, par exemple, qui va donner R2C double liaison CR2 plus H2. Donc c'est bien le modèle, ce modèle-là rend bien compte de ce type de réaction-là. D'accord, sauf que là, c'est du unimoléculaire, là c'est considéré comme bimoléculaire, mais c'est la même idée. Donc, qu'est-ce qu'il a considéré? Il a considéré d'abord ce qu'il a appelé le potentiel d'absorption. Donc, j'ai repris ces termes à lui, chaque fois, potentiel d'absorption. Donc, le potentiel d'absorption, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'énergie d'absorption non dissociative de AB et de CD. D'accord? Donc, c'est l'énergie d'absorption de AB et CD sur la surface. Ça correspond à cette étape-là, au passage de là à là. C'est l'énergie d'absorption non dissociative. Alors, en termes d'énergie de liaison, c'est égal à quoi? Donc K, j'ai repris les mêmes termes que lui, les mêmes conventions que lui. K, ce sont les atomes métalliques de surface. Bon, ils appellent K, j'ai appelé ça K. D'accord? Donc l'énergie d'absorption dissociative, lorsqu'on crée la liaison, ce Q ici, ça correspond à l'énergie de formation de la liaison entre l'atome A et l'atome K, la formation de la liaison entre l'atome B et l'atome K, la formation de la liaison entre C et K, la formation de la liaison entre D et K. Tout ça, c'est dans des tables de thermo. D'accord, on peut prendre de l'enthalpie, de l'énergie libre. Après, il a considéré une autre grandeur, parce que là, je n'ai considéré que cette étape-là. D'accord. Il a considéré une autre grandeur qui est l'enthalpie de formation de ce qu'il appelait, lui, le multiplet complexe. Tac, 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 tac. Donc, l'enthalpie de formation du multiplet complexe, c'est ça. C'est avoir une estimation de ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans ce qu'il a appelé E', dans les figures qui sont dessous. Donc E', qu'est-ce qu'on a? On a, pour avoir cette enthalpie-là, il faut que je prenne en compte l'énergie de la liaison AK, l'énergie de la liaison BK, l'énergie de la liaison CK, l'énergie de la liaison DK, et je dois enlever, puisque j'ai commencé à casser les liaisons AB et CD, donc je dois enlever l'énergie de AB et l'énergie de CD. Donc c'est ça. Et après, il faut un bon turnover frequency. Donc il faut que les produits désorbent. Donc pour que les produits désorbent, pour regarder cette étape-là, il a considéré l'enthalpie, ce qu'il a appelé de disruption, de rupture, du multiplet complexe. Ce qu'on appellerait aujourd'hui l'énergie de désorption de AD et BC. La précédente étant l'énergie d'absorption dissociative de AD et BC. Donc c'est l'énergie de désorption de AD et BC. Donc est-ce que ça colle? Parce qu'il a appelé E seconde. C'est l'énergie de AD plus l'énergie de BC. Alors, l'énergie de AD et l'énergie de BC, puisqu'on vient de former, lorsqu'on est ici, on a formé ces deux liaisons-là. Et on désorbe. Donc on a formé AD et BC.
Et on désorbe, donc on enlève l'énergie de AK, l'énergie de liaison entre le métal et chacune des espèces, CK et DK, qui sont les atomes actifs. Okay, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a reporté E' et E seconde en fonction de l'énergie, du potentiel d'absorption. Lui, il l'appelait absorption potential. C'est pas une faute de ma part. Alors, j'ai aucune idée de quand le vocabulaire est passé de absorption à adsorption, mais voilà, donc c'est pas une erreur de ma part. En 58, c'était appelé absorption sur une surface métallique. C'est que plus tard qu'a été introduit une nuance entre l'absorption et l'adsorption en catalyse. Et donc, il a reporté ça. Donc là, il a regardé plusieurs... le 1 ici, la courbe 1, c'est pour la déshydrogénation d'hydrocarbures. La courbe 2, c'est la déshydrogénation d'alcool. Et la courbe 3, c'est de la déshydrogénation d'alcool sur un autre catalyseur différent par rapport au précédent. Ah non, pas la déshydrogénation, pardon. C'est la déhydratation d'alcool. Excusez-moi. Donc, regardons par exemple celle-là. Le E', donc il a reporté E' et E seconde en fonction de Q. Donc le E', c'est cette courbe bleue ici. Cette courbe bleue qui augmente en fonction de Q. Donc plus l'énergie d'adsorption de AB et CD est élevée, plus cette énergie augmente là. D'accord ? Et le E seconde, c'est une énergie qui décroît en fonction de l'énergie d'adsorption, ici, en fonction de Q, qui est là. Ça décroît. Donc si je le lis dans le sens contraire, ça augmente de la droite vers la gauche. Et donc les deux courbes se croisent. Et l'endroit où ça se croise, c'est l'endroit pour lequel l'énergie d'absorption est optimale. D'accord ? Et c'est ça qu'on appelle l'optimum de Sabatier. Et vous avez là une courbe en volcan. Et l'optimum de Sabatier est au sommet du volcan. Donc si vous ouvrez un bouquin de catalyse hétérogène, un textbook, vous trouverez ça. Souvent, il y a un petit chapitre quelque part qui parle de ça. Un chapitre plus ou moins gros. Donc ça occupe plus ou moins de place, l'optimum de Sabatier et les courbes de Balandin et les volcanoplotes dans les bouquins de catalyse hétérogène. Donc là, il y a un optimum. Donc il y a un optimum en fonction de Q. Donc vous retrouvez bien ici le principe de Sabatier, qui est que l'énergie d'absorption des réactifs, j'insiste bien, doit être ni trop forte, c'est là, ni trop faible, c'est à gauche. D'accord ? Et il y a un optimum entre les deux, l'optimum de Sabatier. Alors ça a été repris, parce qu'il y avait évidemment, comme souvent en science, il y a des groupes qui travaillent un peu sur les mêmes idées de façon indépendante, donc il y a des idées dans l'air comme ça. Et bon, un tout petit peu plus tard, mais peut-être aussi parce que ça prenait un peu plus de temps, il y a Fahrenfort, Van Ryen et Stachler qui ont sorti une publi sur la décomposition de l'acide formique, HCOH, sur des catalyseurs métalliques. Donc là, c'est un point vraiment important. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont fait un volcanoplote aussi, mais un volcanoplote expérimental. L'autre aussi est expérimental, dans la mesure où ils ont regardé des énergies d'absorption expérimentales, et ils ont regardé, Balandin a regardé, mais ce qu'a fait Balandin ici, c'est pas une étude de mécanisme réactionnel. Il n'a pas fait une étude cinétique en fonction de l'énergie d'absorption. Il a fait une étude cinétique théorique. Je veux dire, il n'a pas fait une étude cinétique expérimentale. Ce qu'il a fait, lui, Balandin, ça revient à avoir fait une étude cinétique théorique dans le cadre de la théorie du complexe activé. Ce qu'ont fait Fahrenfort, Stachler et Van Ryen, c'est une étude cinétique expérimentale. Okay ? Donc ils ont regardé la décomposition catalytique de l'acide formique. Alors l'acide formique, c'est le cas test en catalyse, nanocatalyse, catalyse hétérogène, c'est vraiment le cas test.
Donc la décomposition de l'acide formique sur des surfaces métalliques, ça donne du dioxyde de carbone et de l'hydrogène. Et donc c'est ça, les deux produits de la réaction. Et il est connu que la première étape de cette réaction, c'est l'étape limitante. Hein, donc c'est l'étape limitante. Pourquoi j'ai mis une petite étoile? Je sais pas. C'est l'étape limitante. Et la première étape, c'est tout simplement l'absorption de l'acide formique. Donc l'absorption de l'acide formique, c'est très connu, ça donne HCO-. Lorsqu'il s'absorbe, il perd tout de suite son proton, et il s'absorbe sous forme de formiate, d'accord, HCO-, et ça libère un demi de H2 dans la phase gaz. Voilà, donc ça c'est extrêmement connu. Donc ils ont fait une étude cinétique, parce que du coup, comme on a cette étape-là qui est l'étape limitante, le mécanisme réactionnel est dominé par cette étape. Donc du coup, ça permet d'obtenir une expression très très simple pour la vitesse. Donc R, je vous rappelle qu'ici c'est rate, j'ai utilisé le terme anglais, donc c'est la vitesse. Et donc on peut en déduire facilement une constante de vitesse qui est égale à la vitesse initiale fois la racine de la pression d'hydrogène formée, que multiplie exponentielle du moins delta G d'activation de la réaction de dissociation de l'acide formique en formiate. Ok. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étude expérimentale et ils ont cherché expérimentalement les températures pour plusieurs métaux. Donc ils ont considéré plusieurs surfaces métalliques et ils ont fait une étude cinétique pour regarder quelle est la température pour laquelle le log de la vitesse est égal à 0,8. Ok. Donc évidemment, plus la température est faible, plus le catalyseur est efficace. Puisque ça veut dire que si la température est faible, on a un bon turnover frequency, on a un TOF qui correspond au log de la vitesse de 0,8, sans avoir besoin de chauffer énormément. Donc ils ont fait ça pour plusieurs composés, et ils ont reporté ça pour plusieurs surfaces métalliques, et ils ont reporté la température pour laquelle le log de la vitesse est égal à 0,8. Donc j'ai insisté sur le fait que ce sont des valeurs mesurées, hein, ce n'est pas une prédiction contrairement au travail précédent. Ils ont mesuré ces températures et ils l'ont reporté en fonction de l'énergie d'absorption du format sur la surface. Ok. Donc pour l'or, l'énergie d'absorption du format est modérée. Alors c'est pas complètement étonnant parce que l'or, généralement les énergies d'absorption sur l'or sont faibles, hein, parce que l'or c'est au niveau atomique c'est des 10 S1. La bande D est totalement saturée, d'accord. Et lorsqu'on a de l'or bulk, la bande S aussi, enfin la bande D et la bande S sont largement saturées et il y a peu de potentialité d'adsorption, de chimisorption, je veux dire, sur les surfaces. Bon, on le sait bien. Donc c'est sur l'or que c'est le plus faible. De l'autre côté, c'est sur le tungstène que c'est le plus fort. Ça s'absorbe très très fortement sur le tungstène. Ça s'absorbe un peu plus modérément sur le cobalt, le fer et le nickel. L'argent, c'est comme sur l'or. L'énergie d'absorption est relativement faible, d'accord. Et sur toutes ces surfaces-là, il faut beaucoup chauffer. Entre 600 et 500 Kelvin, il faut beaucoup chauffer pour avoir un turnover frequency qui correspond à 10 puissance, enfin un log de R de 0,8. Okay. Et les espèces pour lesquelles, les métaux, les catalyseurs pour lesquels on observe une température la plus faible, donc pour lesquels il est le moins utile de chauffer pour obtenir un bon rendement, c'est ça que ça veut dire, c'est le palladium, le ruthénium, le rhodium, l'iridium, le platine, qui sont dans beaucoup de réactions connues pour être les meilleurs catalyseurs. Bon, souvent très chers, mais les meilleurs catalyseurs. Dans les meilleurs catalyseurs, ils sont là-haut. Oups. Les meilleurs catalyseurs sont là-haut. Les meilleurs catalyseurs sont là-haut, et ça correspond, vous avez ici une courbe en volcan,
Et les meilleurs catalyseurs sont ceux pour lesquels l'énergie d'absorption du format, d'accord, est juste ce qu'il faut. Donc là, on a une valeur numérique, c'est 80 kilocals, alors non pas par mol, il a calculé par équivalent, équivalent de je ne sais plus quoi. C'est pas kilocal par mol, ok. C'est kilocal par je ne sais plus quoi. Équivalent en masse, je sais plus, je ne me souviens plus. D'accord. Donc, il s'est servi de... Donc ces trois auteurs, pardon, se sont servis de données thermodynamiques expérimentales. Ils se sont servis de règles plus ou moins empiriques, c'est-à-dire les règles empiriques, c'est plutôt en termes de mécanismes réactionnels et d'utilisation de la loi d'Arrhenius ou de la loi d'Hering, son équivalent, d'accord. Et ils ont quand même utilisé aussi la théorie du multiplé. C'est-à-dire qu'ils avaient en tête exactement ce qu'avait fait Balandin avec son modèle de volcanoplot, et le fait que pour que la réaction se fasse, c'est qu'il y a les atomes actifs des réactifs qui doivent d'abord s'absorber, et ensuite il y a la réaction qui se fait. Donc ils ont utilisé ça, et après ils ont utilisé des données cinétiques expérimentales. J'ai oublié d'écrire ici. Et donc voilà une preuve expérimentale du fait qu'il existe un optimum quelque part en termes d'énergie d'absorption. Donc, quelques années plus tard, dans les années 80, il y a Jens Norskov, alors qui est danois et qui a un poste depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire décennies, en Californie, à Stanford. Donc Jens Norskov s'est appuyé là-dessus pour aller encore plus loin et exploiter le principe de Sabatier et les volcanoplots comme un outil prédictif. Et il a introduit ensuite de la DFT dans ce processus-là. Alors, ça marche comment? Le principe de Sabatier, je vous le résumais dans la case grise, dans l'encadré gris qui est ici. Donc, le principe de Sabatier avec les volcanoplots, d'accord, c'est quoi? C'est finalement être capable d'avoir ce qu'on appelle un modèle microcinétique. Donc, le modèle microcinétique, c'est un modèle réactionnel. Parce que tout à l'heure, mon modèle microcinétique, c'est un modèle réactionnel en une étape. D'accord? Le modèle microcinétique, dans ce cas-là, c'est juste, vous pourriez le faire, c'est un sujet d'examen de première année de L1, enfin c'est un sujet d'examen de L1 ou de L2, enfin tout dépend où est-ce qu'elle a introduit la cinétique. Ça c'est juste, on écrit l'équation de la réaction, on a une étape de réaction, d'accord? Et on obtient sans aucune difficulté cette expression-là, d'accord? Donc ça, c'est un sujet d'examen niveau première année. Ça peut être plus compliqué. Donc, il faut un modèle microcinétique. À partir du modèle microcinétique, on peut en déduire une vitesse. On peut en déduire une vitesse, la vitesse de la réaction. Donc on peut en déduire petit r, la vitesse de la réaction. Et à partir de petit r, on peut en déduire un turnover frequency. OK ? Et ensuite, il nous faut des énergies d'absorption. Ces énergies d'absorption peuvent être données soit par des données expérimentales ou par des calculs DFT de nos jours. On peut faire des calculs DFT. Alors, je vous donne à droite un exemple de modèle microcinétique. Un modèle microcinétique, ça veut dire que, ici, il faut faire l'hypothèse d'un mécanisme réactionnel. C'est la contrainte du truc. Il faut faire l'hypothèse d'un mécanisme réactionnel. Donc si on regarde par exemple le procédé Haber-Bosch. Le procédé Haber-Bosch, c'est la synthèse de l'ammoniac. Donc c'est la réaction entre le dimère d'azote et le dimère d'hydrogène.
Donc le bilan réactionnel, donc ça aussi, hein, ces modèles microcinétiques, c'est aussi, alors plus ou moins compliqué, c'est des choses qui peuvent être faites quelque part à la main, quelque part entre le L1 et le L3. Hein. Finalement, c'est pas... enfin, il peut y avoir après des équations différentielles à résoudre un peu plus. Vous vous rappelez de la théorie de l'état quasi-stationnaire, des choses comme ça. Donc derrière, on peut faire absolument la même chose. Hein. Prendre les mécanismes, vous avez déjà gratté à la main, théorie, approximation de l'état quasi-stationnaire, écrire que la dérivée, vous savez qu'il y a des intermédiaires de réaction, vous êtes sensibilisé à ça, qui se forment, et la dérivée de la concentration d'un terme de réaction par rapport au temps est égale à 0. Donc on peut faire ça à la main, d'accord, mais il faut un mécanisme réactionnel. Donc pour Haber-Bosch, le bilan réactionnel, il est ici, c'est que en termes de stoichiométrie, on a N2 plus 3H2 qui donne 2NH3, j'aurais dû mettre un égal ici. Ça c'est le bilan, l'équation bilan. Et en termes de mécanisme sur une surface, ça se passe comment? Alors c'est ce qui est écrit ici. Donc d'abord, il y a N2 qui s'absorbe. Alors il y a écrit plus 2 étoiles parce que N2 s'absorbe sur 2 métaux. Il s'absorbe sur 2 sites. C'est pour ça qu'il y a écrit 2 étoiles. Donc N2 s'absorbe sur 2 sites. Quand je vous ai montré, je vous l'ai montré la semaine dernière, par exemple ici, je vous ai montré l'absorption du nickel sur une marche, de N2 du dimère d'azote sur une marche du nickel. Et je vous avais bien, alors là ça s'absorbait sur un peu plus, mais il fallait bien regarder, ça s'absorbe sur un peu plus d'atomes, mais on a bien N2 qui s'absorbe sur 2 sites différents. Et ça a été prouvé par Van Hardevelt et Van Montfort, qui, rappelez-vous, ont observé une signature infrarouge pour N2 sur une surface métallique. Signature infrarouge parce que N2 absorbé à un moment dipolaire. Et pourquoi il y a un moment dipolaire? Parce que les deux atomes s'absorbent sur 2 sites différents avant de désorber, avant de dissocier. D'accord? Donc on a bien 2 sites différents. C'est pas un N, c'est pas N2 qui s'absorbe à la verticale. N2 s'absorbe sur 2 sites. Donc on aurait, donc ici on a bien N2 plus 2 sites qui donnent N2 étoile. D'accord? Si on avait N2 qui s'absorbait via un seul atome, sur une surface de nickel, donc ma surface de nickel ici, si on avait ça, avec un N qui restait en l'air, triple liaison entre les deux azotes, ça je l'écrirais N2 plus étoile donne N2 étoile. Ok? Donc il y avait 2 sites d'absorption. Donc, N2 plus 2 sites d'absorption donne 2N étoiles. C'est-à-dire que cette première étape-là, c'est à la fois l'étape d'absorption et de dissociation dans la foulée. C'est ce qu'on appelle l'absorption dissociative. C'est l'absorption dissociative de N2. La deuxième étape, c'est 3H2, les 3H2, qui ont besoin de 3 sites d'absorption différents pour donner 6 H étoiles. Donc c'est aussi l'énergie d'absorption, l'étape d'absorption dissociative de H2. Alors ce qu'on considère, c'est que ces étapes-là sont des étapes assez rapides qui se font généralement avec une barrière très très faible. Et après, une fois que toutes les espèces sont absorbées, vous avez N étoiles qui réagit avec un H étoile pour donner NH étoile. Et pourquoi il y a écrit plus étoile? Parce que du coup, ça libère un site. D'accord? Donc, il faut toujours avoir la composition de surface. Il faut toujours réfléchir à la composition de surface et qu'est-ce que ça fait. D'accord? Donc, potentiellement... Donc là, j'ai en tête la théorie du multiplet de Balandin, en fait, hein, à cette étape-là. Mais on ferait la même chose en DFT. On regarderait pareil en DFT. On va faire en DFT, on va regarder si les espèces elles sont absorbées sur un site, sur plusieurs sites, est-ce que ça en libère des sites, etc. C'est vachement important parce que si vous libérez des sites, ça veut dire que ces sites vont potentiellement être disponibles pour permettre en simultané l'absorption d'un nouveau réactif. D'accord? Donc il faut toujours savoir combien on a de sites qui sont libres. Donc c'est important dans ces modèles microcinétiques d'avoir les sites d'absorption qui sont modélisés dans le processus cinétique. Okay? Donc N étoile plus H étoile donne H étoile plus ça libère un site. NH étoile va pouvoir réagir avec un autre H absorbé pour donner un H2 étoile et ça libère un nouveau site.
NH2 étoile va réagir avec H étoile pour donner NH3 étoile, et j'ai un troisième site qui est libéré. Et enfin, il y a NH3 étoile qui va donner un NH3 qui va désorber dans la phase gaz, qui va se retrouver dans la phase gaz. Et ça se fait 2 fois. D'accord? Puisque j'ai formé 2 N étoiles et 6 H étoiles, donc ça se fait 2 fois. Mais du coup, on peut... J'ai malheureusement oublié de mettre la référence. Ça, c'est un truc qui a été fait dans les années 80 sur la base de données expérimentales. Sur la base de différentes données expérimentales, voici le profil réactionnel. Donc le profil réactionnel est ici, hein, c'est la partie inférieure. Le profil réactionnel du procédé Haber-Bosch sur une surface de fer, sur la base de données expérimentales. Donc vous avez ici d'abord une toute petite barrière, comme je vous le disais, qui est l'énergie d'absorption dissociative de N2 et de H2, d'accord. Et ensuite, on a les azotes et les hydrogènes absorbés. Vous voyez que c'est super stable. C'est très fortement, on a un puits très profond ici. Et ensuite, les étapes suivantes. D'accord. Donc là, c'est une espèce de puits thermodynamique, mais il ne faut pas qu'il soit trop profond. D'accord. Et les étapes suivantes, où chaque fois, il y a une barrière d'activation. Alors, barrière d'activation pour lesquelles... je ne sais plus qui a fait ce truc-là. Est-ce que je l'ai quelque part? Non. Non, j'ai pas marqué la référence, je sais plus. Voilà. Donc ensuite, vous avez les étapes successives pour lesquelles donc les auteurs là, des années 80, 70-80 n'avaient pas des énergies, je crois même que c'est années 70. Ils n'avaient pas des barrières, hein, des données cinétiques là-dessus. Par contre, ils avaient les données thermodynamiques sur les énergies d'absorption des différents intermédiaires, plus ou moins estimées. Donc vous les avez là, chaque fois, clac, 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 on remonte en énergie. On voit quand même que globalement, la réaction de production de l'ammoniac dans la phase gaz est une réaction qui est exothermique par rapport à la voie d'entrée. La voie d'entrée est ici, on est en dessous. Donc c'est globalement une réaction qui est exothermique, avec une étape de stabilisation des espèces dissociées adsorbées. D'accord. Et puis après, on remonte en énergie progressivement jusqu'à atteindre l'énergie de l'ammoniac désorbé. La surface est intacte, d'accord, et ça désorbe de l'ammoniac. Bon voilà, donc ça c'est des données expérimentales. Donc ça fait à peu près 40 ans que les gens s'intéressent à ce type de réaction, celle-là, ou l'acide formique, à la fois alors, parce qu'il y a un intérêt industriel, et aussi parce que c'est un cas test assez intéressant pour lesquels il y a énormément de données. Il y a énormément de données. On peut faire aujourd'hui de la DFT. Donc si par exemple on veut étudier l'énergie de ce mécanisme réactionnel en DFT, on peut. Et ça a été fait par Norskopf dans son Science de 2005. Donc Norskopf a fait un calcul DFT, il a utilisé le modèle microcinétique que j'ai encadré ici, là. Il a utilisé ce modèle microcinétique-là, lui, celui que j'avais encadré en bleu, d'accord. Donc pour lesquels, voilà, toutes les équations cinétiques sont connues, je vous les montrerai après. Et le mécanisme réactionnel est connu aussi. Donc il a étudié le mécanisme réactionnel par DFT. Et il a comparé, lui ce qui l'intéressait, c'était essayer d'optimiser ce mécanisme réactionnel et voir pourquoi est-ce qu'un anacotalyseur de ruthénium est plus efficace qu'une surface de ruthénium. Et vous vous rappelez, je vous avais montré les travaux de Van Ardevelt et Van Montfort de la fin des années 60, qui déjà avaient argumenté dans le cas du nickel que c'est parce qu'il existait des sites spéciaux, en particulier des marches. Et Norskopf, avec ses collaborateurs, ont observé dans le cadre de ces nanoparticules de ruthénium, ici, vous avez ici une résolution atomique de ce cliché. C'est une particule d'à peu près 2 à 3 nanomètres de diamètre. Norskopf a observé, je vous l'avais déjà montré par ailleurs, observé ici des marches. Donc ce qu'on appelle des sites B5, comme je vous ai montré la dernière fois. Donc il a fait une étude par DFT pour étudier les énergies d'absorption et les énergies d'activation. Donc il a cherché les états de transition de toutes les étapes du procédé Haber-Bosch, avec une étude différentielle entre entrée plein ici,
Non, je vais faire d'abord le pointillé. Je vais souligner ce qu'il y a sur le pointillé. En pointillé, que je vais surligner en rouge, ce qui se passe au niveau d'une surface plane de ruthénium, la surface compacte 0,01, donc c'est le plan compact de ruthénium. Donc vous avez d'abord l'énergie d'absorption de N2, puis la dissociation de N2 qui sur le ruthénium se fait avec une barrière élevée. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est une étape limitante, parce que c'est la barrière la plus élevée de toutes. On retrouve à peu près ce qu'il y avait dans le profil précédent. Donc ensuite, quelque part par là, vous avez l'absorption de H2 qui, elle, se fait sans barrière. Donc H2, c'est barrièreless, c'est sans barrière, qui se fait par là. Puis l'énergie d'absorption, ici vous avez l'énergie globalement de toutes les espèces absorbées. Non, pardon, je dis sans barrière, oui, quasiment sans barrière. Elle est là, la barrière, excusez-moi. Tac. À peu près barrièreless, c'est ici. Par rapport à l'autre, c'est modeste. Et puis progressivement, vous avez toutes les étapes ici, vous pouvez suivre l'hydrogénation successive des azotes, avec des barrières plus ou moins élevées, la désorption de NH3 une fois qu'on a fait d'un premier NH3, etc., etc., et la désorption ici du second NH3. Ça, c'est sur la surface compacte. Avec clairement la plus haute barrière de toutes, l'étape limitante qui est ici, qui correspond à la barrière la plus élevée, qui est l'étape de dissociation de N2 sur la surface. Si on regarde maintenant sur la marche, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est en dessous, et vous voyez la première barrière, qui est l'étape de dissociation, est beaucoup plus petite. Elle est beaucoup plus faible. Après, pareil, très forte stabilisation des hydrogènes lorsqu'ils s'absorbent. Barrière modérée aussi pour la dissociation de H2, de tous les H2. Quand je dis que c'est à peu près sans barrière, c'est que la barrière ici de la dissociation de H2, c'est les 3 H2 simultanément. D'accord? Donc vous voyez que par hydrogène, c'est tout petit. Hein, si je divise par 3. Donc voilà, 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 et voilà. Et le point de sortie, c'est le même. Le point de sortie, c'est le même. Donc globalement, ça creuse un petit peu plus, ça stabilise un petit peu plus, donc c'est un petit peu plus un puits thermodynamique, un peu plus, modérément, mais surtout, c'est la barrière d'activation de N2 qui est beaucoup plus faible. Donc c'est l'étape limitante, et l'absorption sur la marche a permis de réduire le côté limitant de cette étape-là. Ok. Après, on en fait quoi? Donc là, on peut au moins qualitativement faire une étude pour dire la barrière va diminuer. Mais qu'est-ce que ça représente en termes de turnover frequency? Est-ce que je peux en déduire un turnover frequency théorique? La question c'est oui. La question c'est oui, puisqu'en fait, alors reprenons le modèle microcinétique, je vous l'ai fait, c'est quelque part entre un étudiant de L1 qui a compris ses cours de cinétique pourrait l'écrire. Par contre, après le résoudre, c'est un peu plus compliqué, ça serait pas gentil comme examen. Voilà, ce serait un examen méchant. Donc, vous reconnaissez ici, si vous vous rappelez de vos cours, donc vous avez modèle microcinétique, c'est des modèles c'est un modèle en 7 étapes. Première étape, la dissociation, l'absorption dissociative, l'absorption pardon de N2. L'absorption de N2, donc la vitesse de cette première étape, on considère chaque étape comme étant en équilibre. Ok. Donc vous reconnaissez, quand on a un équilibre, c'est K1 fois le produit des concentrations, alors des concentrations ou des pressions, si j'ai des espèces en phase gaz, c'est K1 fois le produit des activités, on va dire, des réactifs, d'accord, moins K-1 fois le produit des activités des produits de la réaction. Ok. Et ça, c'est égal à la dérivée de la concentration de l'espèce que je regarde, de mon réactif, par exemple ici, D2N2. Alors non, là j'ai regardé, par rapport à ça, j'ai mis un plus. J'ai regardé, c'est plus DN dérivé de la concentration de N2 étoiles sur la surface, hein, d'accord, par rapport au temps, ou bien c'est égal à moins la dérivée de la concentration de N2 par rapport au temps. Vous vous rappelez de ces trucs-là. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici?
c'est pas exactement une concentration, c'est un taux de couverture des sites adsorbés. Donc le θ, c'est une concentration sur la surface. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé des crochets. C'est la concentration sur la surface. Donc je l'ai distingué avec un symbole θ. Donc ici, pour K-1, je n'ai pas une concentration N2 étoiles, j'ai θ N2 étoiles. Donc c'est la proportion relative des sites métalliques qui sont recouverts par les N2. Okay. Et ici, dans mon terme K1, c'est la pression de N2 divisée par la pression standard, d'accord, puisque N2 vient de la phase gaz, fois θ étoile, c'est le taux de sites disponibles sur la surface. Donc il ne faut pas l'oublier, contrairement à ce que vous savez faire vous en catalyse homogène. En catalyse homogène, la réaction simple que vous avez regardée, vous ne regardez pas les sites actifs, vous ne considérez que les réactifs. Ce truc-là est toujours implicite, il y a un site actif en fait, qui est le réactif d'en face. Or là, j'ai un catalyseur qui intervient, donc je fais intervenir mon catalyseur comme ça. Etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails de ces trucs-là, mais vous avez pour chacune des étapes, vous avez vos constantes de vitesse K2, K-2, K3, K-3, K4, K-4, K5, K-5, K6, K-6, K7, K-7, d'accord, avec soit des proportions de sites actifs disponibles, enfin qui sont libérés ou qui sont occupés, soit des concentrations d'espèces adsorbées, N étoile, N2 étoile, NH étoile, etc. etc. Et avec les coefficients stoichiométriques adaptés. Ici, pourquoi j'ai un 1,5 ? Parce que j'ai un 1,5 parce que le coefficient stoichiométrique ici c'est 2. D'accord ? Donc vous reconnaissez, vous avez fait ça dans vos études à un moment donné. Donc c'est exactement pareil, sauf qu'il faut faire attention, il faut introduire les sites actifs du métal. Il ne faut pas les oublier dans le bilan. Ok ? Et après, il ne faut pas oublier aussi un truc, ça c'est un peu différent par rapport à ce que vous avez fait, sinon on ne va pas arriver à résoudre les équations, c'est que le nombre total de sites d'absorption doit être constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification de la surface, normalement. Alors s'il y a une modification de la surface, on est mort. Il n'y a pas de modification de la surface, donc le nombre total de sites d'absorption est maintenu constant. Donc la somme, puisque c'est des proportions relatives, la somme de tout ça est égale à 1, ou 100%. Enfin, ok. Certaines de ces entités ici sont des intermédiaires. Donc si on considère que la réaction est efficace et que les intermédiaires ne s'accumulent pas dans le milieu, on va pouvoir poser que la dérivée de la concentration, par exemple NH étoile par rapport au temps, est égale à 0, l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Donc, on peut, pour trouver la solution de tout ça, il y a deux stratégies. On peut appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire oui, aux étapes 1, 3 à 7. Alors pourquoi pas le 2 ? Parce que le 2, justement, c'est comme c'est l'étape limitante, d'accord ? Lui, potentiellement, comme c'est l'étape limitante, je ne peux pas lui appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Okay. Donc, on applique l'approximation de l'état quasi-stationnaire et on fait de l'algèbre simple. J'ai mis des guillemets parce que, bon, j'ai essayé de le faire. C'est un peu, on s'y casse un peu les dents quand même. On arrive à cette expression-là. Donc, ça peut se faire à la main. Hein. On arrive à cette expression-là qui est R égale K2, où je retrouve en premier lieu la constante de vitesse de la réaction de dissociation de N2 sur la surface, l'étape limitante, fois la constante d'équilibre, les grands cas c'est les constantes d'équilibre, fois la constante d'équilibre de la réaction 1, qui est la réaction d'absorption de N2 sur la surface, que multiplie la pression d'azote divisée par la pression standard, que multiplie le taux de sites actifs disponibles élevé au carré, que multiplie ce qui est entre parenthèses 1 moins 1 sur k au carré, où alors le k... Ah oui, ce k-là, pardon, c'est la constante d'équilibre de la réaction globale. Donc le k qui est ici, c'est la constante d'équilibre de la réaction N2 plus 3H2 donne 2 NH3 en phase gaz. Donc c'est la constante d'équilibre N2 en phase gaz plus 3H2. Je mets toutes mes phases. C'est la constante d'équilibre de N2 plus 3H2 en phase gaz égale ça.
D'accord? Et ce taux-là, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que ce taux-là, il va dépendre à la fin. Ce taux ici, c'est une variable, il varie ce taux, c'est jamais le même, d'accord? Donc ce taux, il a une expression extrêmement compliquée. Il dépend de à peu près toutes les constantes de vitesse qu'on a ici, et de à peu près toutes les constantes... non, il dépend avant tout pardon, des constantes d'équilibre, justement. En appliquant l'approximation de l'état quasi stationnaire, on s'est débarrassé des constantes de vitesse et des réactions intermédiaires. Par contre, on a les constantes d'équilibre de toutes les réactions intermédiaires et quelques pressions partielles par-ci par-là qui traînent. Donc là, bon, faire ça à la main, c'est un peu pénible. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Comme le fait par exemple notre collègue Véronique Pimenta ici, on prend, puisque là j'ai des équations différentielles couplées, on résout les équations différentielles couplées de façon numérique. Donc on ne s'embête pas à faire ça. D'accord? Donc on a un modèle de résolution des quadifs, ça se fait avec la méthode de Runge-Kutta, si je me rappelle bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Runge-Kutta avec Christophe Reynaud par exemple. Non, il ne vous le fait pas. Donc c'est la méthode de Runge-Kutta qui permet de résoudre les équations différentielles couplées. Voilà. Donc c'est des trucs qu'on trouve à peu près en standard dans les librairies mathématiques, si on veut se le programmer soi-même. Je ne dis pas que c'est simple à faire, mais c'est pas simple du tout. Mais bon, c'est des techniques de résolution standard, avec toutes les conditions initiales qu'il faut renseigner, etc. Il faut bien calibrer le truc. Bon voilà. Donc ça, alors ça, Norskopf, il a publié cette équation en 85, mais sans donner tous les détails. C'est-à-dire que ça ne se fait pas quand même si facilement que ça. C'est un peu... Donc en fait, il y a Schorkendorf, ça c'est un bouquin, un textbook, hein, Schorkendorf et Niemann Zertriet, je ne sais pas trop comment on dit. Concept moderne de la catalyse et de la cinétique, sous-entendu de la catalyse hétérogène, hein, de la cinétique. Donc, qui ont donné toutes les équations exactes et qui parlent de façon assez développée du principe de Sabatier aussi. Donc, on s'est un peu perdu dans ces équations microcinétiques. Je vous rappelle quel est l'objectif. L'objectif, c'est être capable, à partir d'un calcul DFT, de trouver la vitesse théorique ou un TOF, le turnover frequency théorique, d'accord? Puisque c'est ça que l'on veut reporter en fonction de l'énergie d'absorption des réactifs. Alors là, l'énergie d'absorption des réactifs, ça va être l'énergie d'absorption de N2. Donc du coup, on peut faire ça. Et vous voyez qu'on va pouvoir calculer un TOF, où on va pouvoir calculer toutes les constantes d'équilibre ici, d'après des énergies DFT, toutes les barrières d'activation par des énergies DFT aussi. Si on a fait une étude DFT des énergies d'activation, on peut chercher les états de transition en DFT. Donc on peut renseigner tout ça par DFT, et après s'amuser à varier les paramètres d'entrée, qui sont les pressions partielles de l'azote, de NH3, etc., et varier à la main un autre des paramètres qui est la température, qui intervient qui va intervenir dans est-ce que je l'ai oui, ici, pardon. Puisque là, elle est là, la température. J'ai K2, donc j'ai exponentielle moins EA sur RT. Ok? Je cherche ma constante de vitesse. D'accord? Derrière cette constante de vitesse, il y a Arrhenius. Donc ici, on a facteur pré-exponentiel, exponentielle moins EA sur RT. Ok? Donc là, j'ai l'énergie d'activation qui correspond à l'absorption dissociative de N2 et la température. D'accord? Alors simplement, il y a le facteur pré-exponentiel. En général, le facteur pré-exponentiel, bon, on prend des valeurs rapprochées parce qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut. C'est tiré de la théorie des collisions. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que c'était... on prend une énergie de... En gros, ça doit correspondre à peu près à la fréquence de vibration de la molécule absorbée sur la surface.
enfin de la liaison métal-ligand. Bon, c'est fait avec des modèles un peu empiriques comme ça, d'accord. Ce qu'on veut de toute façon, après, à la limite, le turnover frequency, quel que soit, parce que je vous rappelle qu'on fait ça pour plusieurs métaux, en gros, quel que soit le métal, on dit que c'est à peu près toujours le même, le facteur pré-exponentiel. Parce que grosso modo, la fréquence de vibration, c'est toujours un peu la même. D'accord. Donc ça, on dit que c'est pas un paramètre crucial. Donc voilà, on peut déterminer tous les paramètres par DFT et mettre comme paramètres des conditions réalistes de température et de pression partielle. Donc c'est ce qu'a fait Norskopf. Donc l'article précédent, là, le 80, l'article de 85 ici, il a juste développé le modèle microcinétique et il a montré que comme ça se réduisait à un certain nombre de paramètres simples qu'on pouvait déterminer soit par théorie, soit par expérience, donc, par exemple par théorie. Et en 2001 en particulier, il a réexploité son modèle en variant les métaux. Donc il a appliqué le principe de Sabatier. En 85, il n'avait pas appliqué le principe de Sabatier. Je m'étais éloigné du principe de Sabatier. Donc il a déterminé cette courbe en volcan qui est ici. Ici. Donc il a exploité son modèle microcinétique de 1985. D'accord. Il a fait des calculs de toutes les constantes d'équilibre et, de la constante de vitesse K2 sur différentes surfaces métalliques. Donc il a fait varier le métal. Okay. Il a injecté ça dans son modèle microcinétique. Il a fixé je ne sais plus quelle température. Je ne sais plus. Il a fixé la température, la pression en azote, la pression en H2 et la pression de sortie en ammoniac ont été fixés, c'est des paramètres fixés, qui correspondent à des paramètres standards en production industrielle. Je ne sais plus lesquels. Okay. Et il a reporté le TOF, enfin le log du turnover frequency en l'occurrence, parce que ça varie quand même assez fortement. Il a reporté le TOF théorique en fonction de l'énergie d'absorption de N2, de l'atome d'azote. Puisque c'est, comme tout à l'heure, pour l'acide formique, ce qui avait été fait par Sachtler, etc., c'était reporter le TOF expérimental en fonction de l'énergie d'absorption du format, puisque c'est une fois qu'on a passé l'étape limitante. Hein, c'est de l'espèce formée par l'étape limitante. Okay. Donc il a fait ça. Il a calculé ça pour des surfaces métalliques, pures, de métal pur. Donc le rhénium, le molybdène, le fer, le ruthénium, le rhodium, etc. Jusqu'au palladium. On retrouve encore une fois que le ruthénium et le rhodium sont plutôt en haut de la courbe en volcan. D'accord. Le fer n'est pas si mal que ça finalement. Vu qu'il ne coûte pas cher, c'est pas si mal que ça dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Mais après, ils ont essayé de regarder des alliages. Et par le calcul, ils ont considéré un alliage cobalt-molybdène. D'accord. Et par le calcul, ils ont déduit que le cobalt-molybdène serait encore plus au sommet du volcan que les autres. D'accord. Et ils ont déduit par le calcul que ce serait un excellent catalyseur. Donc cet alliage, COMO, serait un excellent catalyseur. Oui. Le ruthénium aussi ne peut pas être considéré comme... Comment? Le ruthénium. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le ruthénium serait bien sûr un excellent catalyseur. Mais là, ils ont essayé de faire après du prédictif. D'accord? C'est-à-dire que ça correspond, la courbe en jaune, sans le cobalt-molybdène, correspond à aussi quelque chose qui est connu au niveau expérimental. D'accord?
Ça colle à peu près avec l'expérience. Ça rationalise bien l'expérience. Mais après, ce qu'ils ont voulu faire, c'est, maintenant qu'on a cet outil théorique, est-ce qu'on peut regarder des catalyseurs qui n'existent pas encore, ou pour lesquels on n'a pas évalué leur efficacité catalytique vis-à-vis de la réaction, le procédé Haber-Bosch. Et donc, sans faire de manip, ils ont fait les calculs d'énergie d'absorption et de barrière d'activation de la dissociation de N2 sur un alliage cobalt-molybdène. Et après, ils ont fait la manip. Si la vitesse est proportionnelle au nombre de sites actifs disponibles, pourquoi est-ce qu'on a les sites B5 qui sont plus efficaces que Bulk? Alors, les sites B5 en tant que tels, je comprends la question. Les sites B5 en tant que tels sont efficaces parce qu'ils abaissent la barrière, d'accord, mais votre argument, c'est qu'ils sont moins nombreux. C'est ça? En fait, c'est qu'ils introduisent une potentialité. Tous les sites interviennent, d'accord? Mais s'il y a des sites B5, ça rajoute de l'efficacité, c'est ça surtout. Là, vous rajoutez des sites en plus, vous supprimez, grâce au site B5, vous supprimez des sites qui sont moins actifs pour les remplacer par des sites plus actifs. Donc vous continuez à faire évidemment de la production catalytique sur les sites standards, et vous introduisez en plus, au détriment des sites standards, mais tant mieux, vous introduisez des sites davantage actifs. Ça ne veut pas dire que les sites B5, après, ça ne se fait plus que là. Parce que la nanoparticule, elle est entourée tous les réactifs vont venir s'absorber sur toutes les facettes de la nanoparticule. Mais la réaction elle est plus efficace, elle est plus rapide au niveau des sites B5. Elle est plus rapide au niveau des sites B5. Donc entre une nanoparticule de même diamètre qui ne va pas posséder ces sites et une nanoparticule donc de même diamètre qui va posséder ces sites, c'est la nanoparticule avec les sites qui va l'emporter, qui va être plus efficace. Mais c'est clair qu'il y a deux types de réactions qui se font, deux types de sites actifs. Il y a les sites actifs standards, correspondant aux facettes cristallines compactes, et les sites actifs non standards. Et donc après, ils en ont déduit par voie théorique que l'alliage ici cobalt-molybdène est un excellent catalyseur. Et après, ils ont fait des manips. Donc ça, c'est l'approche expérimentale. Ça a été prouvé expérimentalement. D'accord? Donc c'est les turnover frequency ici, c'est un TOF expérimental. Et effectivement, vous les avez ici, ils ont regardé un alliage cobalt-molybdène. Alors la stoichiométrie c'est CO3, MO3. Il y a 1 pour 1 de toute façon. Donc ils ont regardé l'alliage cobalt-molybdène et vous avez le TOF ici qui est plutôt supérieur à celui du ruthénium, qui lui-même est supérieur à celui du fer. Ça c'est les données expérimentales. Donc, j'attire votre attention sur le fait que il y a quand même quelque part une espèce de paradoxe apparent, qui est que tous les schémas que je vous ai montrés, il semble qu'il y ait une relation entre le TOF, donc le TOF c'est la cinétique, et des énergies d'absorption. D'accord ? Donc on considère qu'il y a un lien étroit entre les deux. Et alors en fait, ça s'appuie sur ce qu'on appelle les relations de Bronsted, Evans, Polanyi, donc les relations BEP, qui disent que les énergies d'activation, pour une réaction, les énergies d'activation sont proportionnelles aux énergies d'absorption. Donc ça a été démontré dans le cadre de la théorie de la réactivité. Donc le principe de la relation de Bronsted, Evans, Polanyi, c'est ça. Il y a une proportionnalité entre énergie d'activation, donc paramètre cinétique, et énergie d'absorption.
pour la réaction limitante. Pour la réaction limitante. Donc ça c'est... Donc après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces théories-là. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'à titre personnel, je m'y penche de plus près, mais je n'ai jamais complètement développé les équations. Mais c'est très largement exploité dans le cadre de l'utilisation de la DFT comme un outil prédictif de la catalyse, des propriétés catalytiques de surface hétérogène. Ça, c'est extrêmement employé pour se faciliter un peu la vie. Donc ce que je vous ai montré là, c'est pour des surfaces hétérogènes, mais les principes sont les mêmes sur les nanoparticules. Alors le principe de Sabatier, on le retrouve dans pas mal de publis qui traitent de l'optimisation de catalyseurs hétérogènes, publis évidemment de recherche fondamentale. Donc là, Science, vous savez que c'est une revue prestigieuse, voilà un Science 2011. Dans l'abstract, ça démarre tout de suite par... c'est le support de cette publication, par exemple, qui est le rational design de nanocatalyseurs, d'accord, et le principe sous-jacent. Donc ça démarre à l'abstract, vous lisez comme moi. La recherche de catalyseurs hétérogènes de plus en plus efficaces est toujours critique dans la chimie industrielle. C'est un point critique, un point important. Le principe de Sabatier, qui consiste à maximiser l'activité catalytique en optimisant l'énergie d'absorption des molécules substrat, donc des réactifs, peut offrir un guide par rapport à un screening aléatoire. C'est-à-dire que plutôt que de faire un développement aléatoire, des tests aléatoires des meilleurs catalyseurs, on peut faire une recherche des meilleurs catalyseurs fondée sur le principe de Sabatier et fondée sur la relation entre activité catalytique optimale et absorption d'énergie idéale. Okay. Et là, en l'occurrence, c'était un travail qui montrait comment le chemical shift, donc le déplacement chimique, donnait finalement... alors, on retrouve l'acide formique, je l'ai dit, c'est vraiment la molécule test. Ils ont regardé des catalyseurs métalliques colloïdaux, c'est-à-dire en solution, et ils ont mesuré par RMN du carbone, ils ont montré que le chemical shift est proportionnel à l'énergie d'absorption de l'RMN du carbone et proportionnel à l'énergie d'absorption du formatin ou de l'acide formique. Donc il y a une relation entre déplacement chimique et énergie d'absorption. Donc eux, ils ont sondé, plutôt que de faire de la DFT, comme on ferait nous, eux, ils ont calculé, ils ont déterminé expérimentalement, ils ont mesuré les déplacements chimiques, et en fonction des déplacements chimiques, ils ont montré qu'il y avait une relation avec l'énergie d'absorption. Alors, je ne vous ai pas parlé de la technique, je ne crois pas. Je ne vous ai pas parlé de la technique. Comment fait-on pour trouver, d'un point de vue théorique, des barrières d'activation? Et ça sera la fin de mon cours. Comment fait-on? Je ne vais pas faire de pause parce que ça va finir plus tôt. Donc, l'enjeu, parce que là pour l'instant j'ai passé sous silence la technique, l'enjeu c'est de trouver ces points stationnaires ici. D'accord? Ces points stationnaires qui sont les états de transition. Donc, j'ai un profil réactionnel en une étape. J'ai ici une énergie de transition. Je fais comme un état de transition. Je veux trouver son énergie. Comment je fais? Alors, il y a plusieurs stratégies. Donc là, c'est un rappel que dans le cas de l'article Norskov dans le Science, il a déterminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrières d'activation. D'accord? Pour chacune des surfaces. Okay. Donc ça marche comment? Alors la méthode de choix sur les surfaces, c'est ce qu'on appelle la méthode NEB, la Nudged Elastic Band méthode. Donc la NEB, c'est quoi? Ça consiste à, en quelque sorte, tendre une chaîne sur le paysage d'énergie potentielle. Donc la méthode d'origine, c'est ce qu'on appelle la méthode de la chaîne. Tendre une chaîne. Une chaîne avec des maillons. Hein. Donc, vous avez la surface qui est représentée ici, sous forme de courbe de niveau, hein, comme les cartes d'état-major
qui représentent les cartes hygiène, qui représentent les courbes de niveau, okay, pour qu'on sache où est-ce qu'il y a des vallées, où est-ce qu'il y a des cols, où est-ce qu'il y a des montagnes. D'accord, c'est comme ça, vous avez des courbes de niveau. Donc là, vous avez les deux minima entre l'état initial et l'état final. Ça correspond à ces deux parties ici, là. D'accord, état initial, état final. Et vous avez une barrière entre les deux. D'accord. Et vous avez une barrière avec autour, vous avez l'énergie qui remonte de part et d'autre de la barrière. Okay, donc c'est exactement ce chemin-là. Donc c'est ça. Donc le chemin optimal, ce qu'on appelle le minimum energy pathway, minimum énergie pathway, c'est lui là. D'accord. Et c'est lui. Ok. Donc, j'ai une réaction chimique. Je connais la géométrie de l'état initial, qui est un minimum énergie. Je connais la géométrie de l'état final, qui est un minimum énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une interpolation ici entre les deux. Une interpolation géométrique. On fait une interpolation géométrique et on prend quelques géométries, donc c'est comme des images, hein, d'accord? Donc on a une image de l'état initial, la géométrie de l'état initial, la géométrie de l'état final, et on fait une interpolation entre les deux. Donc tac, 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 tac. Là par exemple on a pris 1, 2, 3, 4, 5 images. Ok. Et après qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est comme la méthode de la chaîne. Imaginez où d'une corde, vous avez une grande corde, d'accord? Vous tendez une corde entre l'état initial et l'état final. Et vous laissez la corde tomber sur le paysage. Ok? Vous laissez la corde tomber. Et puis si vous imaginez qu'il y a des poids, vous avez mis des nœuds sur la corde, 5 nœuds, et à chaque nœud, vous avez accroché comme des poids. Et les poids vont tirer la corde vers le bas. Et du coup, la corde, en tombant, elle va venir épouser la forme de la surface d'énergie. D'accord? Donc vous êtes parti, si je représente sur mon schéma ici, j'avais mon état initial, mon état final. Ma corde, je l'ai tendue ici, là, entre les deux. Faire en rouge, on verra mieux. J'ai tendu la corde ici. D'accord? J'ai tendu la corde ici. Et régulièrement, j'ai mis des poids ici, et clac, je laisse la corde descendre pour épouser le terrain. Et elle va venir naturellement épouser la forme du MP, du chemin réactionnel optimal. Donc l'algorithme, c'est celui-là. C'est ça le principe de l'algorithme. Alors on ne met pas des poids, en fait, on met des forces. Hein, parce que le poids, ça exerce une force. Donc en pratique, on modélise des forces et on introduit un certain nombre de contraintes. Donc on met des forces pour que les forces soient perpendiculaires. On exerce des forces perpendiculaires à la corde qui a été tendue. Et de surcroît, pour éviter que tous les points ici, parce que nous, si on tend une corde, si on a fait des nœuds, d'accord, les nœuds ils vont rester équidistants. D'un point de vue algorithmique, pour maintenir les nœuds, il faut maintenir tous ces points toujours équidistants les uns avec les autres. Donc on introduit des forces supplémentaires pour que les points soient toujours équidistants les uns avec les autres. Donc on introduit des forces pour que les points soient équidistants entre eux, et des forces pour qui sont perpendiculaires à la corde, pour que les points descendent pour épouser la surface, pour trouver le chemin réactionnel optimal. C'est l'algorithme NEB. L'algorithme NEB, c'est le Nudged Elastic Band. Donc c'est une bande élastique, d'accord? Et donc si on fait ça, du coup, on va pouvoir, à la fin, lorsqu'on est sur le chemin optimal, donc ça c'était mon chemin de départ, et lorsqu'on est sur le chemin optimal ici, si on reporte pour chacun de ces points l'énergie en fonction de chacun de ces points correspond à un point sur la coordonnée de réaction, d'accord? Donc j'ai des distances ici entre mes points, et je vais pouvoir directement tracer un profil réactionnel. D'accord? Donc la méthode de choix dans le cadre de la catalyse hétérogène, de la nanocatalyse théorique, la méthode de choix, c'est cette méthode NEB. C'est la méthode de la corde. Donc là, par exemple, ça a été, cette application-là, c'est pour étudier la diffusion de l'oxygène
entre deux sites sur une surface d'or. Donc vous avez ici, vous voyez un oxygène, c'est vu de dessus. Hein. L'oxygène, il est mu3. Et il passe sur un autre site mu3. Et entre les deux, l'état de transition, il est mu, il est pontant. Hein, donc il couvre une facette triangulaire. Et je veux savoir quelle est l'énergie que ça coûte à l'oxygène de passer de... Donc je veux connaître une énergie de diffusion, en fait. La barrière de diffusion, en fait, ce qui est calculé ici, c'est la barrière de diffusion de l'oxygène absorbé aux étoiles sur l'or. D'accord? Donc mon état initial, c'est l'atome d'oxygène ici. L'état final, c'est l'atome d'oxygène dans l'autre site mu3 d'à côté. Et l'état de transition, naturellement, c'est l'oxygène pontant. Et je vois que la barrière, c'est 0,5 eV, donc c'est pas très grand. 1 eV, c'est 23 kcal. Donc ça fait 11-12 kcal, même pas. D'accord? Donc vous avez ici, pour une réaction en une étape, naturellement, grâce à la méthode de Neb, une vision du profil réactionnel, directement, comme dans les bouquins. Donc ça, c'est vraiment la méthode de choix. Et cette partie-là, je ne veux pas trop alourdir le truc. Voilà, donc dans ce domaine-là, après, si on veut appliquer, si on veut faire vraiment des études de nanocatalyse, d'accord, il y a un certain nombre d'outils qui sont assez intéressants. Donc les outils, ben voilà, pour faire tout ce que je vous ai montré, la méthode de Wulff, les polyèdres de Wulff, etc., pour avoir une idée de cristaux, du nanofacetage de cristaux. L'outil de choix, par exemple, dont je me suis servi, moi, c'est Vesta. Pour faire des calculs de DFT périodique, il y a plusieurs outils, mais un qui est assez largement utilisé, c'est VASP, qui est le Vienna, ce qui fait à Vienne, Vienna Ab Initio, je ne sais plus quoi, package, d'accord, qui est bien fait, qui est un outil commercial, et qui est sur tous les centres de calcul. Pour tout ce qui est application de la méthode de Neb, recherche état de transition, etc., il y a un prof américain, un jeune prof américain au Texas, qui a un site web où il met des tas d'outils à disposition. Voilà. Et puis après, on a besoin toujours d'une vision, quand on fait des calculs, toujours besoin d'une vision très moléculaire de ce qu'on fait. Et il y a un outil comme Jmol, par exemple, qui tourne en Java, qui marche sur toutes les plateformes, tous les systèmes opérationnels, qui est assez sympa pour voir aussi ce qui se passe sur des surfaces. Donc là, en l'occurrence, c'est l'absorption d'acide sur des surfaces carbonées. Voilà. Donc voilà un peu pour cet aperçu très très large. La publi que je vous ai donnée, c'est en relation avec en particulier ce dernier cours. La publi que je vous ai envoyée, il y a le principe de Sabatier, il y a des courbes en volcan, d'accord. Donc le jour de l'examen, vous venez avec la publi, il ne faut pas qu'elle soit trop fortement annotée, d'accord. Vous pouvez avoir écrit des trucs dans les coins, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais n'écrivez pas trop de trucs non plus. Donc après, je peux à la fois vous poser des questions sur un truc qui est dans la publi, parce que vous aurez besoin d'aller chercher rapidement, en vous disant, je sais pas moi, pour tel métal, quelle est l'énergie d'absorption, voilà. Si vous avez bien lu la publi, vous savez dans quel tableau, dans quelle figure vous allez trouver l'info. Je veux à la fois vérifier que vous avez fait l'effort de lire la publi, donc je vous donnerai un ou deux résultats de la publication, et ça normalement ça va vous prendre 30 secondes d'aller chercher l'info. Si vous ne l'avez pas lu, ça risque de vous prendre un quart d'heure, d'accord. Et après c'est aussi un prétexte pour moi pour vous poser des questions de cours. Ok, donc puisque c'est sur le principe de Sabatier, il y aura sûrement une question sur le principe de Sabatier, peut-être même nous deux. Voilà. Ok. Donc voilà, donc après c'est des questions de cours pour moi, et puis de cours au sens large, c'est-à-dire que même s'il y a des concepts qui ne sont pas clairement écrits dans la publi,
Voilà, ça s'appuie grosso modo sur à peu près tout ce que je vous ai raconté. Donc, voilà, c'est surtout un prétexte pour poser des questions de cours, voir si vous avez bossé le cours et voir si vous avez à peu près compris si vous êtes approprié cette PUMI. Après, je peux très bien le dériver. Donc là, par exemple, je pense juste comme ça. Là, vous avez de la RMN du deutérium. Dans la publi, je ne crois pas qu'ils aient fait de caractérisation, mais je peux très bien vous dire cette surface-là, je ne sais pas moi, elle est diamagnétique. Est-ce qu'on aurait pu caractériser la coordination? Est-ce que la RMN peut permettre de caractériser la coordination de telle espèce? Et là, vous allez me dire, ouais, ben, on a vu par exemple dans le cas de l'hydrogène, blabla, que si on fait de la RMN du solide, si on fait du deutérium, il y a les signaux qui dépendent de la coordination et qu'on peut faire la distinction entre du ponton, du top, voilà, un truc comme ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la publi que vous n'aurez pas de questions dessus. Je peux trouver aussi un moyen, par la bande, de revenir à telle ou telle partie du cours. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a un peu de temps, est-ce que vous avez des questions dans le global par rapport au cours? Est-ce qu'il y a des trucs dont vous aimeriez qu'on reparle? Donc derrière tous ces calculs DFT là, je vous ai pas trop montré, parce que bon, il faut faire des choix, je vous ai pas trop montré, à la fin je vous ai donné la sensibilité sur le fait qu'on calcule des énergies, cinétiques, thermodynamiques, d'accord? Mais on se sert toujours des modèles type densité d'état, etc. On va toujours regarder pour la nanoparticule, comme je vous l'ai montré, on va toujours regarder où sont les états, où est le niveau de Fermi, comment se déplace le niveau de Fermi sous l'effet de l'absorption de ligands. Voilà. Tous les trucs dont je vous ai parlé au début, on s'en sert après. On s'en sert pour faire une analyse de la structure électronique des différentes espèces. On a toujours besoin de ça. Où sont les charges? Quand on a fait une interaction d'un ligand sur une surface, quel est le degré d'oxydation du métal? Est-ce que ça entraîne un changement de degré d'oxydation du métal? Des choses comme ça. Donc on va faire des densités d'état, des trucs comme ça, pour voir quels sont les orbitales impliqués. Est-ce qu'il y a eu de l'hybridation entre les orbitales, enfin des mélanges entre orbitales, et qu'est-ce qui se passe? Donc on peut être amené à faire des trucs comme ça. Donc ça peut être aussi une question. On a calculé l'énergie DFT de tel composé. On voudrait analyser la structure électronique. Je sais pas. On veut calculer le diagramme orbitalaire. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on appelle ça un diagramme orbitalaire? Quelle est l'information à laquelle on a accès? Voilà, oui, alors c'est pas exactement un diagramme orbitalaire, c'est une densité d'état, un truc comme ça. Voilà. J'avais une question concernant le calcul Oui. du nombre d'électrons. Oui. Par exemple, si on a un complexe MMXXLX chargé Q. Refaites-le-moi. Vous l'avez écrit? Voilà. Ah, pas, MM, oui, d'accord, parce que le second M, c'était le nombre de métaux. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Oui. Donc, le calcul, pourquoi vous n'avez pas pris en compte les deux électrons qui sont apportés? Parce que là, j'ai considéré que, je l'avais dit, mais c'est passé peut-être un peu vite, je considère des bases de Lewis faibles. D'accord? Donc, base de Lewis faible, elle donne formellement, certes, c'est des composés donneurs, mais si c'est une base de Lewis faible, ça compte pas. Oui. D'accord? Oui. Si c'était une base forte, alors là, par contre, oui, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, le métal est mou en général. Hein. Donc, le métal est mou, le métal est un acide faible. Donc, en général, les bases qui s'absorbent sur les métaux sont des bases faibles. Ouais, c'est la théorie des acides durs et mous de Pearson, c'est dur, faible, faible. Alors en fait, pourquoi? Parce qu'il y a bien un mélange entre les orbitales, mais ce qu'on cache derrière ces trucs-là, c'est que les orbitales du métal, vous avez deux types d'orbitales. Quand toutes les orbitales se mélangent, vous avez deux types d'orbitales. Vous avez les orbitales moléculaires, du coup, enfin moléculaires entre guillemets. Vous avez les radiales, donc celles qui sont orientées, qui pointent vers l'extérieur de la surface métallique, et vous avez les orbitales tangentielles. D'accord?
Donc ces orbitales radiales, c'est elles qui sont responsables de la stabilité, c'est elles qui sont responsables de l'interaction avec les ligands, et les tangentielles sont responsables de la stabilité globale de la partie métallique, de la cage métallique. Okay. Et donc quand on a une base faible, elle va se mélanger avec les orbitales radiales du métal, mais ça n'aura quasiment aucune conséquence sur les tangentielles. Par contre, si c'était une base forte, il y aurait une très forte réorganisation de la structure électronique. Donc le mélange entre les orbitales radiales du métal et le doublet non-liant, par exemple, de la base faible, le doublet d'honneur de la base faible, entraînerait une réorganisation assez significative des orbitales tangentielles qui sont responsables de la stabilité du métal. Donc, c'est bien, il y a bien un effet donneur, je ne veux pas dire que ces bases faibles ne donnent pas au métal, elles donnent, mais elles ne donnent pas dans les orbitales responsables de la stabilité. Et ça, je l'ai un peu caché, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous envoyer le PDF? Ou pas? Ah oui, oui. Après, vous avez aussi sur le... Moi, j'ai toujours mis à jour ce que j'ai enregistré. C'est sur la mailing list. Mon cours, je l'ai mis systématiquement. Sauf le premier où je m'étais planté. À part le premier qui n'y est pas. Mais vous avez aussi la version vidéo que j'ai enregistrée. Que généralement... Pour avoir les... Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est- Nickel, votre maman, elle est dans les parages? Oui, là, je pense qu'elle va bientôt venir. Sinon, là, j'avais voulu trouver un endroit où patienter tranquillement au chaud.